Ce soir, l'ascension d'un nouveau géant mondial au cœur de l'actualité. Je parle de l'Inde. L'Inde où Emmanuel Macron vient tout juste d'arriver pour une visite officielle de 3 jours. Et il espère signer des contrats, on va en parler. Mais d'abord, la croissance indienne est l'une des plus fortes de la planète. Mais elle ne profite pas à tout le monde. Des beaux quartiers de Mumbai, peuplés de multimillionnaires en Ferrari, aux bidonvilles où les pauvres vivent avec moins de quelques euros par mois, l'écart ne cesse de se creuser, comme l'ont constaté nos reporters Angélique Forger, Léa Delfoli et Hippolyte Rioux-du-Cosquer. Dans les rues de Bombay, elle ne passe jamais inaperçue. Les gens sont très heureux quand ils voient cette voiture. Cette Ferrari, qui coûte 900 000 € sur le marché indien, est la propriété de Mohit Chougani, multimillionnaire. J'adore ce genre de voiture. J'adore les voitures depuis tout petit. Sa fortune, il la tient de 2 entreprises qu'il a créées puis vendues. L'une dans la finance, l'autre dans la production d'engrais chimiques. En quelques années, il est devenu si riche qu'il a même pu s'offrir toute une collection de véhicules de luxe. Il y en a 6 garés ici. Il y a la Ferrari, une autre Ferrari, une Mini Cooper, une Lamborghini, une Porsche, une BMW et la McLaren est en réparation au garage. Comme Mohit Chougani, ces dernières années, les riches Indiens sont devenus encore plus riches. Le pays compte aujourd'hui près de 300 milliardaires. Leur fortune dépasse le PIB de la Suisse. Mais dans le même temps, l'écart avec les pauvres, lui, ne cesse d'augmenter. La grande richesse côtoie l'extrême pauvreté. Au pied des tours rutilantes, des centaines de millions d'Indiens vivent dans des bidonvilles. Namaskar. Namaskar. Chahiye? Comme chez Zadi Khan. Ma maison est là, un peu plus haut. Et regardez tous les déchets qu'il y a en bas. Elle est née et a grandi dans ce bidonville, construit autour d'une voie ferrée. Vous vous rendez compte? Le train passe ici la nuit. Et nous, on vit autour. Employée comme femme de ménage, Shehzadi Khan gagne 80 € par mois et dépense la moitié de son salaire pour son logement. Voilà ma maison. Venez, c'est là que je vis. Une pièce unique de 5 mètres carrés qu'elle partage avec ses 4 enfants. Mon fils dort là, mes 3 filles là, et moi ici. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je rêve d'avoir une grande maison, un frigidaire, une armoire pour ranger ma vaisselle. Mais je n'ai pas d'argent, vous comprenez? Lorsqu'elle fait ses courses, c'est par ici. Shehzadi Khan doit composer avec un budget minuscule. Ses revenus ne lui permettent de dépenser que 25 centimes d'euros par repas. Combien coûtent les aubergines aujourd'hui? 15 centimes. Et les petits pois? 10 centimes. Ok, je prends les petits pois alors. À chaque fois que je dois acheter quelque chose, je réfléchis longuement avant. Je vois bien que des gens sortent, vont au restaurant. Pour moi, c'est impossible. Je n'ai pas d'argent. En Inde, où le système de caste ralentit la mobilité sociale, 75 millions de personnes vivent encore sous le seuil d'extrême pauvreté. Le pays connaît pourtant l'une des croissances économiques les plus fortes de la planète. Mais elle bénéficie surtout aux privilégiés. Comment réagissent alors les ultra-riches à ces inégalités? Nous sommes allés poser la question à l'hippodrome de Bombay, repère des Indiens fortunés, et où Mohit Chougani, le multimillionnaire, est un habitué. C'est combien le carnet de courses? 50 centimes? Donne-moi un. Il en est persuadé. L'extrême richesse finira par ruisseler et profiter à l'ensemble de la société. C'est une question de temps. Les riches sont plus riches et certains pauvres plus pauvres. Mais il y a aussi une classe moyenne qui a grandi et qui s'en est sortie. Dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, on ne peut pas avoir tout le monde au même niveau.
Dans les tribunes, beaucoup de spectateurs fortunés nous disent avoir le sentiment que ce sont eux qui font tenir la société. Les pauvres progressent grâce aux riches. Ce sont eux qui fournissent les infrastructures et tout ce qui est nécessaire pour que les pauvres puissent s'élever dans la vie. Nous payons vraiment beaucoup d'impôts, donc je ne vois pas comment nous pourrions les aider autrement. Je veux dire, on fait notre part. Il y a 10 ans, l'impôt sur la fortune a été supprimé en Inde par Narendra Modi. Dans ses discours, le Premier ministre promet pourtant régulièrement d'éradiquer la pauvreté. Tant que je n'aurai pas sorti chaque frère et chaque sœur de ce pays de la pauvreté, je ne pourrai pas être en paix. Mais en réalité, le fossé ne cesse de se creuser. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez du travail, vous? Non, rien? Si l'Inde compte autant de pauvres, c'est notamment parce que le pays le plus peuplé au monde est incapable d'offrir assez de travail à toute sa population. Rishi Kumar, lui, n'a pas d'emploi fixe depuis 12 ans. Alors tous les matins, il patiente sur ce bord de route, dans l'espoir qu'un recruteur lui offre une journée de travail. Nous, on est des travailleurs journaliers. On porte des pierres, on fait du ciment, on nettoie, on charge des voitures. On vient dès 6 h du matin. Parfois on trouve un travail, parfois on n'en trouve pas. Et alors on rentre chez nous. Ce matin-là, Rishi Kumar est chanceux. Cet homme lui offre quelques heures de travail sur un chantier. Il ne va gagner que 5 €. De quoi survivre une journée de plus. Moi, j'ai étudié jusqu'en terminale. Je n'étais pas un mauvais élève, mais comme je n'ai pas trouvé d'emploi, je suis obligé de venir sur ce marché au travail. Je survis grâce aux 5-6 € que je gagne de temps en temps. 79 ans après son indépendance, l'Inde connaît aujourd'hui un niveau d'inégalité, plus élevé encore que sous la colonisation britannique. L'Inde est-elle un nouvel Eldorado pour nos entreprises aéronautiques françaises? Ça va être l'un des grands enjeux de la visite d'Emmanuel Macron. Combien la France réussira-t-elle à vendre de Rafale aux Indiens? On évoque 114 avions pour un montant total de plus de 30 milliards d'euros. Il faut dire que le secteur aéronautique est en plein boom en Inde, que la demande est telle que les compagnies aériennes ne cessent d'acheter de nouveaux avions. Airbus espère en profiter, tout comme des centaines de sous-traitants français. Angélique Forger, Léa Delfoli et Valérie Aguirre. L'annonce a fait la une des médias indiens. L'information d'aujourd'hui concerne les Rafales. Il semble que les autorités indiennes aient validé leur achat par l'Inde. La semaine dernière, New Delhi a confirmé l'acquisition de 114 nouveaux Rafales. Une commande historique, 33 milliards d'euros. La plus grosse, jamais signée par Dassault. Dans le domaine de l'aviation, le civil aussi intéresse les Indiens. Porté par l'augmentation de sa classe moyenne, le pays, qui a vu le nombre de voyages en avion exploser, ne cesse de commander de nouveaux appareils commerciaux. Airbus doit en livrer plus de 1200 avant 2035. Un boom de l'aérien auquel rêvent de participer de nombreux sous-traitants français. Bonjour Angélique, bienvenue. Mais pour vendre aux Indiens, mieux vaut produire sur son sol. Voilà, donc je vous présente nos lignes de production. C'est ce qu'a très bien compris cette entreprise qui fabrique des câbles pour l'intérieur des avions. Ici, nous sommes en train d'installer 25 km de câbles. Il y a 7 ans, elle a décidé d'ouvrir cette ligne de production en Inde. C'était la condition exigée par ses clients pour signer le contrat. Notre client nous a demandé de produire des harnais en Inde. Et nous a confié une part de marché concernant ces harnais en Inde. Donc on est complètement lié avec le client. Car en produisant en Inde, les Indiens bénéficient des créations d'emplois et apportent sur leur sol de nouvelles compétences. Mais les entreprises françaises, en fabriquant ici, ne risquent-elles pas de se faire voler leur savoir-faire? Je ne vois pas de risque particulier par rapport à ce type d'activité. On est tellement plus avancé au niveau des process, au niveau des manières de faire, au niveau des applications de nos plans qualité, au niveau de nos certifications.
on a beaucoup d'avance sur certains concurrents indiens. Le marché aéronautique indien, qui pèse plus de 45 milliards d'euros, ne cesse d'attirer de nouvelles entreprises, comme celle de Thierry Orr-Mirande et son adjoint. Et donc, il y a quand même une intention de construction de supply chain là, qui est assez importante. Spécialistes des traitements de surface pour les pièces d'avion. Ils ont fait le voyage depuis le sud-ouest de la France pour assister à ce salon de l'aéronautique. Sur leur stand, ils ont donné rendez-vous à un potentiel partenaire indien. L'entreprise française, qui n'était pas assez mature au moment de l'explosion du marché chinois, ne veut pas cette fois passer à côté de l'Inde. L'Inde a encore 30 ans de retard, je le dis comme ça, sur plein de sujets, mais à la vitesse où ils vont, c'est le futur Big One sur la planète. Donc les avionneurs, personne ne s'y trompe. Tout le monde sait que l'Inde va devenir une énorme puissance. D'après Airbus, le nombre d'avions commerciaux indiens devrait passer de 850 à 2200 d'ici les 10 prochaines années. Et à la tête de l'Inde, un dirigeant charismatique qui compte de plus en plus sur la scène internationale, le Premier ministre Narendra Modi. Mais où le situer politiquement? Il est proche à la fois de Donald Trump ou de Vladimir Poutine et il s'affiche aussi en allié des Européens. Angélique Forget, Valérie Aguirre et Hippolyte Rioux-Ducosquer font son portrait. Donald Trump, shaking hands. Il les embrasse tous allègrement. S'affiche comme leur meilleur ami. Votre Excellence, mon ami le président Poutine. Quitte à paraître contradictoire. Dès notre première rencontre, nous avons noué une grande amitié ensemble. Le Premier ministre indien Narendra Modi entretient d'excellentes relations avec les dirigeants du monde entier, sans jamais s'adosser à une puissance en particulier. Une diplomatie tous azimuts, bien connue des Indiens. Être ami avec tout le monde, c'est une bonne chose pour nous et pour notre pays. Tout le monde trouve des raisons de ne pas s'entendre, alors s'entendre avec tout le monde, c'est une bonne chose, non? Hérité du mouvement des non-alignés des années 60, cette stratégie diplomatique porte un nom, celle du multi-alignement. Proche de la Russie, New Delhi n'a jamais condamné la guerre en Ukraine. L'Inde s'affiche aussi aux côtés du bloc occidental et se rêve dans le même temps en leader du Sud global. Avec chaque pays, elle s'allie pour en tirer le meilleur. Par exemple, pour les hautes technologies, pour les investissements, l'Inde dépend des États-Unis. Pour le commerce, l'Inde dépend de la Chine. Être capable d'identifier quel partenariat apporte quel avantage à l'Inde, c'est ce qui guide le pays dans sa stratégie du multi-alignement. Une stratégie qui fonctionne, car l'Inde est devenue un partenaire indispensable. Pour pouvoir s'entendre sur un accord commercial avec New Delhi, l'Union européenne doit fermer les yeux sur les liens de l'Inde avec la Russie. Le seul à refuser ce pragmatisme, c'est Donald Trump. Il vient d'exiger de New Delhi qu'elle cesse ses importations de pétrole avec la Russie, si l'Inde veut continuer à vendre ses biens aux États-Unis. Et partons maintenant dans la plus française des villes indiennes, Pondichéry, ancien comptoir tricolore rendu à l'Inde en 1954. Mais les traces de la présence française sont toujours là et on joue, vous allez le voir, encore à la pétanque sur le bord de mer. Alexandre Porte et Hippolyte Rioux-Ducosquer. Sur les rives de l'océan Indien, un air de midi flotte à 8000 km de la France. Allez, il faut que je la tire. Ah, raté. À Pondichéry, ces pêcheurs se retrouvent chaque soir pour jouer à la pétanque. Le sport importé par les colons français est une institution ici. La ville compte plus de 3000 boulistes. Ça fait 100 ans qu'on joue à la pétanque ici. C'est un sport très facile, tout le monde peut y jouer. Il n'y a pas besoin de terrain spécifique ou de prendre des cours. Il suffit d'avoir des boules et on peut jouer. Dans le territoire colonisé au XVIIe siècle, la France a laissé des traces de son passage. Certaines discrètes, au détour des rues, et d'autres plus profondes. Une histoire
que ce guide connaît par cœur. Voici le consulat de France. En 1954, quand Pondichéry a été rendu à l'Inde, la France a proposé aux habitants de devenir français. Ceux qui étaient intéressés sont venus ici, ils se sont enregistrés et ils ont obtenu un passeport. 7 ans après l'indépendance de l'Inde, Pondichéry intègre le pays. Seuls 5000 habitants choisissent alors la nationalité française. Aujourd'hui, leurs descendants sont toujours là. Ce soir, je finis à quelle heure, 18h? Comme Ashok Touyavan et son fils Rishi. À l'époque, son grand-père opte pour la France. 3 générations plus tard, ce choix reste une fierté. Les souvenirs des nombreux voyages dans leur pays s'affichent partout dans la maison. Vous avez, on n'a pas besoin de présenter, vous avez la Tour Eiffel, les Tours Eiffel, et puis surtout, vous avez les verres dont je suis fan. Même les courses, je fais avec le sac Saint-Étienne. On est dans une maison indienne typique qui a plus de 100 ans. On a aussi plein de références français. Ça, c'est vraiment Pondichéry. C'est vraiment les Pondichéryens, les Franco-Pondichéryens. Ils sentent ça dans leur sang et ils vivent avec. Et c'est une fierté aussi. Aujourd'hui, beaucoup de Franco-Pondichéryens se sont installés en France. Ils ne sont plus que quelques milliers dans la ville. Une petite communauté, toujours très attachée à la langue française. On va à midi? Midi? Ok. Allez, salut. Cette langue se transmet souvent ici, au lycée français. Fondé il y a 2 siècles, plus de 400 élèves y sont scolarisés, de la maternelle à la terminale. Dans cette classe de CM1, bonjour à tous. la plupart des élèves sont français. Mais avant d'arriver ici... Ah, tu veux réciter ta poésie? Beaucoup parlaient uniquement le tamoul, la langue locale. J'ai sorti dans ma poche et c'était un harmonica. C'est très bien, Visvajit. Presque pas de faute. Et du coup, le dessin est superbe. Bravo. C'est très bien. Ils sont français par héritage, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont cette nationalité française, mais ils ont une culture entièrement tamoule, ils vivent à Pondichéry, et ils ont cette ambition de venir au lycée français pour aller en France, travailler en France. Pondichéry se vit comme l'histoire l'a façonné. Une ville aux 2 cultures.